pour les gens qui restent enfermés la plupart du temps dans les grottes. Exactement. Sortie annuelle de l'année. Exactement. Tu peux sauver les reliques avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un des 10 et tu multiplies par 13 dans la table. Et bonjour Xavier, j'espère que tu vas bien, ou devrais plutôt dire Xavier. Bah, je vais très bien, merci. Merci beaucoup à toi. Merci de m'inviter ici. Et puis merci pour les discussions qu'on va faire ensemble. Eh ben, de rien. Pour commencer, je t'invite à te présenter. Qui es-tu, Xavier? Eh ben, je suis un vieux rôliste qui fait du jeu de rôle depuis une trentaine d'années, en MJ, en joueur et créateur depuis le début, mais pas du tout éditeur, j'ai jamais réussi. Et puis depuis 2019, eh ben, je me suis lancé dans l'auto-édition de jeux de rôle. Ok. Donc ça a commencé par Caravane, un jeu dark fantasy poétique, je rajouterais. Ouais, je crois que j'ai vu passer, mais je me suis pas trop renseigné, donc je pense que tu peux en plus pas en parler. Voilà, donc c'est un jeu de rôle dark fantasy poétique autour d'enfants, de monstres, de dilemmes, de choix, un jeu à émotion. D'accord. Voilà. Et comme un créateur, ça a toujours plein de projets, j'en ai plein d'autres en parallèle. Et entre les deux, je voulais caser un petit jeu rapide. Au début, j'avais dit 6 mois, mais en fait, en 6 mois, c'est impossible. Et donc, ça fait 1 an et quelques que je suis en train de compulser et d'écrire Les Miaulements d'Ultar, un autre jeu qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus pulp, se passe dans l'univers de Lovecraft et je dirais même dans l'univers de l'Appel de Cthulhu. Ok. Voilà. Et du coup, si tu devais pitcher un petit peu, en même pas 5 minutes, genre en très rapide, le principe des Miaulements d'Ultar, comment tu le ferais? Alors je dirais que vous avez dans vos armoires, dans vos étagères, des vieux scénars de magazines et autres. Vous voulez les jouer de manière pulp et fun, et vous allez incarner des gardiens d'Ultar qui viennent de la contrée des rêves, des chats, qui vont tenter d'aider ces pauvres investigateurs. Donc c'est du recyclage, le livre explique comment recycler ces vieux scénars de Cassius, tout autre magazine, pour les jouer de manière fun. Okay. Voilà. Okay, j'avoue que moi je suis un jeune rôliste, donc les vieux scénars j'en ai pas tellement. Donc on est d'accord que les gardiens d'Ultar sont les chats. Les gardiens d'Ultar sont les chats. Lovecraft a écrit une nouvelle qui s'appelle Les chats d'Ultar, qui décrit des chats dans la contrée du rêve. Et quand je suis retombé par hasard sur cette nouvelle, je me suis dit, voilà, c'est ça mon thème pour mon petit jeu qui aurait dû durer 6 mois d'écriture. et puis voilà, c'est devenu Les Miaulements d'Ultar et un jeu à part entière. Parce qu'avant du coup de découvrir cette nouvelle de Lovecraft, c'était quoi vraiment tes inspirations? C'était quoi le truc de base? En fait, je cherchais, j'ai toujours plein de jeux en pré-écriture, en début d'inspiration, de recherche, tout ça, et je voulais quelque chose de fun en fait, et j'aimais bien, je trouvais ça très fun les jeux, et puis c'est assez à la mode avec les animaux, que ça soit Jean et Chaton, Casse la Mascarade, Storia, et puis je fais beaucoup de conventions où on joue avec des tout petits, et dès qu'on joue des animaux, c'est assez fun avec eux, et tombé sur cette nouvelle et ça a fait vraiment un éclair dans ma tête en disant voilà, c'est ça en fait mon thème. D'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'en lisant un petit peu les trucs que tu m'as envoyés pour justement préparer l'interview, ça m'a fait penser à un autre jeu de rôle, je sais pas si tu le connais sûrement, qui s'appelle l'Appel de Cthulhu. Oui, mais là la différence c'est que Cthulhu c'est Cthulhu qui est un gros chat. Oui, c'est Cthulhu qui a un gros chat, mais tu joues aussi des chats, il me semble. Je sais pas. Je sais que les poissons, c'est les profonds. Bon, ça ressemble un peu. Je l'avais feuilleté, mais je j'ai pas de souvenir que tu joues. Mais je l'ai pas totalement fini, mais j'ai lu le début, mais ouais, tu joues alors tu joues aussi des chats, donc voilà. Ce qui se passe, en fait, c'est quand je suis dans une phase de création, avant d'avoir mon idée terminée, arrêtée et débuter l'écriture, je me renseigne beaucoup et après, j'arrête complètement. Ok. Pour pas être influencé. Oui. Et donc Cthulhu s'est passé dans mes mains pour tout ça. Je lis beaucoup de jeux de rôle, surtout en diagonale, et tu vois, je suis pas rentré dans le détail pour avoir la précision de ça. Voilà. Mais effectivement, on retrouve des Lovecraft a fait émerger beaucoup de jeux. Voilà. C'est ça, c'est ça. Plein de choses. L'appel de Cthulhu, après, il y a plein de variantes, de branches. Il y en a plein. Et justement, toi, si on rebondit sur les miaulements, j'ai essayé de pas recréer un nouvel univers. Il y a déjà tellement d'univers dans Lovecraft et il y a plein de maisons d'édition qui ont fait des univers. Moi, je me suis plutôt positionné, recycler ça. Voilà, reprenez tous vos suppléments à droite à gauche que vous utilisez pas. Moi, je vous explique comment les transformer pour pouvoir jouer avec des félins avec beaucoup de pouvoir et qui vont aider ces pauvres investigateurs qui ont beaucoup de mal.
ou de créer soi-même son propre scénario, je pense. Complètement. Oui, parce que je donne des scénarios aussi dedans. Ça, Oui. Du coup, en C'est fait, les deux. ce que tu nous proposes, c'est plus vraiment un système en soi Oui. qu'un univers créé. Ouais, voilà, exactement. C'est plus un système pour baisser la caméra. Tu vois, quand tu joues Oui. un chat, tu vas plus décrire je rentre dans une Oui. pièce, je vois des cadres, il y a une personne qui est là, son visage est comme ça. Il y a le trou de souris qui est là. Voilà, tu vas voir ça, tu vas voir un peu les odeurs, tu vas sentir que cette personne, elle sent la poudre, donc elle doit sûrement avoir une arme à feu. Si elle transpire, si elle transpire pas, si t'as confiance, si t'as pas confiance en elle. Voilà. C'est un peu ça le concept du jeu, en fait, Ouais, c'est ça. et du bouquin. Ouais. D'ailleurs, en feuilletant le bouquin, j'ai rigolé un petit peu en voyant un petit moment et que les chats avaient 3 vies, donc ils peuvent mourir 3 fois et après c'est mort. Après, je me suis dit, pourquoi pas 9? Ah, très bien, pourquoi pas 9. Alors, il y en a 9 ou 7, ça dépend des régions et des cultures. Et en fait, c'est un pouvoir, parce que comme c'est des chats à pouvoir, par défaut, ils ont 3 vies, mais tu peux prendre, quand tu crées ton personnage, tu peux prendre les 9 vies du chat. Et donc, tu pars pas avec 3 vies, mais avec 9 vies. Je trouvais ça un peu plus fun. Et en même temps, il y a eu un calcul un peu toujours pour être compatible avec les différents jeux, et de garder le même niveau de points de vie qu'un investigateur, des choses comme ça. Donc, en gros, selon le niveau de magie du chat, il a plus ou moins de vie. Voilà, 9 vies. Qui ça peut servir, parce qu'un chat, c'est vraiment faible, en fait. Oui, c'est vrai que comparé, si tu le mets face à des créatures cthulhuiennes... Ça dure pas longtemps. J'aime bien les chats, hein. Je me mettrais dans leur camp, hein, mais... Bon. Bah voilà, donc c'est les 9 vies du chat. Voilà, un coup de tentacule et vie arrivée. Voilà. Donc, puis comme ça, c'est surtout un jeu pulp. Alors, ça peut jouer très sérieux, mais c'est un jeu pulp. Et donc, les chutes sont mortelles. Les roulades et les glissades sous les voitures peuvent être assez mortelles. Donc, avoir un pouvoir 9 vies, ça peut servir, honnêtement. Non, mais les chats, c'est super agile. Il faut tout le temps des réussites critiques, les chats. Exactement, à peu près. Donc, voilà pour présenter en quelques mots le jeu. Voilà. Sinon, autre question. Depuis combien de temps pratiques-tu ce noble art qu'est le jeu de rôle? J'ai dû commencer vers 16 ans par hasard. Ouais. Et ma première partie a été une campagne Cthulhu. Étonnant. Voilà. C'était les rejetons d'Azathoth, par hasard. Un copain d'un copain cherchait des joueurs et il en manquait un et j'étais au bon moment. Et je devais avoir 16 ans. Et quand j'ai découvert le jeu de rôle, j'ai adoré. Okay. Mais ça a été immédiat, en fait. Enfin, un univers où tu pouvais créer plein de choses. Ouais, c'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui apprécient justement cet univers un peu gore, Cthulhu, mystique. Ça. Moi j'avais un MJ peut-être incroyable, on ressentait presque la peur en fait, tu vois, des fois. Ouais, oui, c'est le frisson que tu cherches. La musique, le frisson. Et provoquer ça aux autres. Et j'ai rapidement été MJ, très rapidement, sur pas forcément des jeux faciles, c'était JRTM, c'était dans l'univers de Tolkien. Je faisais plutôt du DD dans l'univers de Tolkien. Ouais. Et j'adorais, voilà, et j'ai tout de suite commencé à écrire. Ouais. J'ai vraiment découvert un type de jeu que j'ai trouvé passionnant, en fait. C'est marrant parce sans limite, en fait, toi, par rapport aux autres jeux. Les jeux classiques à une limite d'imagination et une limite de règles. Là, c'est ouvert, et vraiment tout de suite, j'ai plongé dedans. Moi, j'ai fait qu'une seule séance j'ai écrit mon propre scénar en mode roue libre. Ouais. C'était bien passé. Il y a eu un petit couac à la fin parce qu'ils n'avaient pas trop compris ce qu'il fallait faire. Peut-être moi qui aurais dû mieux préparer le truc. Mais ça s'était bien passé. Et il faudrait que je teste peut-être les mêmes du tard quand il sortira. Il y a plein de beaux scénars sympas quand même. Il y a oui. Là, ça fait des mois et des mois qu'il faut que je fasse au moins un scénario de Cthulhu qui reste dans mon armoire à jeu, mais un monde de jeu de rôle qui reste dans la poussière. Mais ça, c'est le problème du rôliste. Hein. Il y a beaucoup de jeux qui n'arrivent pas à sortir et encore moins qu'il arrive à jouer. Alors. Ouais, c'est ça. Puis après, il faut trouver les gens. Et après, il faut trouver les gens et le temps. C'est ça, parce que les gens qui sont habitués à du medieval fantasy sont pas forcément les mêmes. Non. Ils veulent jouer de l'horrifique. Moi, je suis assez friand de tester plein de jeux, tu vois. Là, on parle de Toulouse, tout ça, mais j'ai toujours aimé tester des jeux. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de mauvais jeux. Des fois, il y a de mauvaises soirées. Oui. Mais il y a toujours un truc à attirer du jeu ou de la partie, tout ça. J'adore ça. Notamment, pour moi, le système de Cthulhu, le descent, pour moi, c'est le système qui me convient à moi. Donc, quand j'ai commencé... Il a quand même ses limites, hein, quand même, d'un point de vue game design. Hein, oui, de rajouter plein d'artifices pour à un point près, ça passe pas. Après, c'est les risques du jeu de rôle, mais... Ouais. Il y a des systèmes plus souples. Hein. Je sais que je joue de moins en moins avec le descent à Cthulhu. Voilà. Ah ouais.
Ouais, parce que je trouve ça trop frustrant, l'effet tu trouves pas l'indice parce que t'as loupé un G. Et donc, Oui, c'est vrai que quand ta stat elle est à 80 et que tu fais 81. Voilà, et c'est un peu ridicule d'arrêter le MJ, va te redire 2 minutes après, bon bah tu refais un G, vas-y. Donc ouais. Je suis assez fan du Cthulhu Dark de traduction du Grumpf. Je vous invite à aller voir ça, c'est une traduction gratuite qui se trouve sur internet, qui est un système beaucoup plus light pour Cthulhu et justement qui évite ces déboires. Après, mon astuce que je commence tout doucement à mettre en place là récemment, c'est que justement, quand je sais que le joueur, enfin le personnage risque de rater son jet pour un truc qu'il devrait voir, ce que je fais souvent, c'est que je ne lui fais pas lancer le jet, et en fait il le voit tout de suite, parce que s'il le rate et que c'est pas cohérent, il y a un problème. Donc ça montre bien que le système est imparfait, voilà. C'est ça. Mais je sais pas pourquoi, pour moi c'est toujours un petit... mon système confort, entre guillemets. Oui. C'est le système le plus simple à comprendre, tu vois. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Voilà, ça parle à tout le monde, c'est des pourcentages. C'est sûr, voilà. s'il n'y a pas plus basique. Voilà, donc c'est assez simple. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur tes parties de jeux de rôle, soit Cthulhu ou même autre? Alors, une anecdote. Alors, on va réfléchir parce que j'ai plein d'anecdotes en tant qu'MJ. En tant qu'MJ, c'est plus des rencontres en fait. Tu vois, ouais. Des rencontres de personnes qui m'ont fait changer ma vision du jeu de rôle ou des parties. J'avais un MJ qui adorait amener du matos. Et je me souviens, Tristan, voilà, on va le nommer, et j'ai tendance à le faire un peu des fois dans certaines parties, c'est qu'il avait le pétard facile dès qu'il y avait un coup de feu. Ah. Et je trouvais ça excellent parce que... Le bourrin du groupe. Le bourrin du groupe. Et dès qu'il y avait un coup de feu qui partait, il y avait un vrai pétard qui partait et ça faisait sursauter toute la table tout le temps. Et j'avais trouvé ça très sympa, le côté amener des artifices comme ça. Quand on rencontrait une voyante, il éteignait la lumière, il mettait des vraies bougies. Ouais. Et on se levait de notre place et on se mettait autour il avait un espèce de mini guéridon et on se mettait autour. Quand on allait voir un journaliste, il sortait d'un tiroir de son bureau des vrais articles en fait, tu vois. Et ça faisait tout de suite très ambiance. D'amener du matos qui sont normalement dans l'imaginaire, l'amener à la table. Ouais. Forcément, des petites potions un peu partout. Ouais. Voilà, en anecdote de plus de joueurs, mais qui m'a beaucoup influencé. Là, une anecdote. Alors, c'est plutôt une très bonne partie que je vais te raconter. Cet été, j'ai fait une partie l'anneau unique et on jouait que des hobbits. Et on a fait 3 heures de Hobbit. Hein. Voilà. On a parlé repas, manger, anniversaire, invitation. Du bon chill. Même le MJ, en fait, il disait bon je vous laisse jouer, hein, je reviens dans un quart d'heure. Hein. Tellement la table était dans le trip. Ça, c'était bien. Tu vois, quand t'as des parties comme ça, c'est des bons souvenirs. Tu dis on a vraiment joué le Hobbit pour une fois. Bah ouais. Et la vraie question, c'est dans cette partie, c'est est-ce qu'il y avait un combat? J'ai pas eu de combat. Hobbit jusqu'au bout. Non, si, il y a eu un peu de baston, mais ça a été pour arrêter quelqu'un qui mettait du feu. Mais on peut pas dire que ça a été plutôt lui a sauté dessus et puis à coup de casserole, on l'a arrêté. Voilà. Voilà, donc c'est la preuve que il n'y a pas besoin de combat pour faire une bonne partie de jeu de rôle. Une bonne partie. Ah si, je peux te raconter une autre anecdote de partie. Alors ça, c'est une partie incroyable. Une double table. On jouait à 2 tables en même temps. 5 ou 6 joueurs de chaque côté, donc 2 MJ. Nous, on jouait les cultistes. Les autres jouaient les policiers. Et en fait, nous, en tant que cultistes, on avait fait une grosse connerie, on avait invoqué quelque chose, et donc notre scénario, c'était de retrouver cet être et de l'empêcher, qui faisait des dégâts partout. L'autre table était les policiers, qui ne savaient pas que c'était nous qui avions appelé, qui étaient des policiers. Donc c'était 2 tables comme ça. C'est les cultistes qui ont appelé les policiers pour venir aider. Non, parce qu'on était tous des notables de la ville, donc on demandait aux policiers de régler le problème pendant que nous, on essayait vraiment de le régler. De régler le problème. Voilà. Et ce qui était incroyable à cette table, bravo aux 2 MJ, c'est qu'en fait, on avait les numéros de téléphone perso des autres joueurs, sans savoir qui c'était, mais c'était marqué chef de la police, médecin légiste. De notre côté, nous, les autres avaient nos numéros, mais c'était marqué Monsieur le maire. Ah, mais du coup, tu pouvais reconnaître la voix, peut-être. Alors on reconnaissait la voix, mais ce qui était très fun, c'était dire bon, on va appeler la police, là ça va pas. La population, elle est en train de faire une manifestation pour que la mairie fasse quelque chose pour ces meurtres inexpliqués. Donc on appelait pour de vrai l'autre table au téléphone. Ouais, ça c'est fun. Et on jouait la scène, hein. C'était allô, shérif, il va falloir faire quelque chose, il y a une manifestation dans la rue.
Et c'était très très fun de s'appeler comme ça. Voilà. C'était dans une même pièce? C'était en salon? C'était dans 2 pièces différentes, dans une maison, un étage d'écart, et on s'appelait. Voilà, au téléphone qu'on avait. Ça devait être une galère pour les 2 MJ de communiquer entre eux. C'était très compliqué. Je crois qu'ils ont mis 3-4 mois à préparer ça, et ils s'envoyaient constamment des SMS avec des codes pour dire voilà, ils en sont là, ils ont fait ça, ils ont débloqué ça. Mais en tant que joueur, c'était très grisant. Très très grisant d'appeler pour de vrai l'autre table. Ah ouais, voilà, des bonnes parties. Voilà, ça c'est des souvenirs, anecdotes de très bons moments en jeu. Ouais, ça, tu m'étonnes. Ça devait être une expérience folle à vivre. Ouais, d'autres anecdotes de release classiques, voilà. Mais y a pas de... Sinon, quel serait ton JDR coup de cœur grande vie de release? Ça c'est compliqué, parce que en fait j'adore tester les jeux. Et donc, souvenir, c'est plutôt sur... j'ai pas de jeu coup de cœur. Je peux pas dire, ouais, je vais jouer que à Cthulhu, je vais jouer que à DD, je vais jouer que à ça. Toi, ce que j'apprécie, c'est de jouer à plein de jeux différents. Donc, on peut pas dire que j'ai un jeu fétiche. Voilà. J'ai des jeux qui m'ont influencé. Vampire la Mascarade, ça m'a influencé, mais c'est plutôt les parties que j'ai faites. Avec des MJ un MJ assez incroyable. Warhammer, j'ai vraiment aimé la campagne impériale, voilà. Mais je peux pas dire que j'irai jouer toute ma vie dans la campagne impériale, voilà, ça m'amuserait pas. Moi, je me lasse, j'aime bien le format mini-campagne, tu vois, de 5 scénarios sur 10 séances. Oui, voilà. Pas une campagne qui dure 10 ans. Voilà, j'ai déjà fait des grandes campagnes qui durent 1 an et demi, en faisant 2 ou 3 parties par jour. Non, au bout d'un moment, je veux du prêt. Ouais, donc, voilà. C'est vrai que là, je suis en plein. Personnellement, je suis en plein dans ma grosse campagne de la saison 2 de Niv, jeu de rôle que je suis en train de créer. Et ça fait plus d'1 an qu'on est dessus, mais parce qu'il y a eu une longue pause déjà. Pour cause, je dois préparer une grosse partie qui arrive. Et c'est vrai que là, je vois, ça commence à faire long. Je pense que ça va bientôt se terminer une fois que j'aurai fait cette grosse partie. Ouais, parce que c'est agréable de voir du. Moi, j'aime bien le frais, tu vois. J'adore les jeux. Voilà, j'adore les jeux d'Inno. Les jeux d'Inno. Alors Inno, il a fait Patient 13, Macadabre, Rushmore, des choses comme ça. Ok. Et ce qui est très agréable dans son format, c'est que c'est des mini-campagnes de 5 séances, 8 séances. C'est quoi, c'est un éditeur, c'est un créateur? C'est un créateur indépendant. Son surnom d'auteur, c'est Inno, mais en fait, c'est Inno, c'est son vrai nom. Anthony Combrexel, voilà. Et donc, il a des jeux à univers assez barrés, mais incroyables. Patient 13, où tu joues des fous, des gens qui se retrouvent dans un asile, et très très bien. Rushmore, peut-être Rushmore, ça a été... J'ai une partie de Patient 13 dans quelques semaines / mois, qui devrait arriver en tant que joueur. Très bien. En tant que joueur, mais voilà, c'est Rushmore qui est incroyable, où joue des bras cassés, des rednecks dans un tout petit village qui sont fossoyeurs et qui doivent la mère qui meurt doit laisser une dizaine de post-it sur le frigo, et c'est ses dernières volontés, c'est ça le scénar, il faut les faire. Ah oui. Je ne spoil rien, mais c'est très très bien, voilà. Mais ça dure 7-8 séances, voilà. Voilà, ça c'est le format. Là, je suis en train de préparer pour des joueurs Pasek Filka, qui est très très bien écrit. C'est vraiment un univers très bien écrit pour le MJ, avec beaucoup d'aides de jeu. Et voilà, je vais essayer de le faire en 15 séances, voilà. Parce qu'après, c'est trop. Oui. Justement, en parlant d'univers, est-ce qu'il y aurait un univers dans lequel tu verrais vivre, mais vivre pour de vrai? Ah, vivre. Alors, je suis un grand fan de Tolkien, donc... T'es sûr? Dans la comté. Non, pas dans l'univers, il est trop dur. Ouais, c'est vrai que juste dans la comté. Après, il peut y avoir un orc qui arrive dans la comté. C'est vrai que ça peut mal se terminer, je suis d'accord. Vivre dans un univers... c'est des univers durs, hein, quand même, chaque fois. Allez, un petit Warhammer. Un petit Warhammer, il vaut bien être en haut de l'échelle, hein. Non, mais dans les univers de jeux de rôle, je sais pas, à part des jeux vraiment... vraiment mignons. Mignons, et encore, au bout d'un moment, tu t'en kikinailles quand même. Oui. Peut-être mériter le pognon, en vrai. Ouais, non, alors ça, c'est une question, on m'a jamais posé cette question, vivre dans un univers... Non, mais j'aime trop Tolkien, j'adore. Ouais, j'avoue que la comté, elle vend du rêve, la comté. Elle vend du rêve, pas trop loin, faut pas partir trop loin à l'est. Oui, tu restes dans la ville de la comté, là, à Hobbitbourg. Voilà. Et toi, ça serait quoi, toi? Parce que ça, c'est bien de poser des questions aux autres, mais... Oui. Bah, en vrai, je disais pour présenter My Little Pony tout à l'heure, mais en vrai, c'est un univers à la fois chill, mais en même temps, il peut se passer des dingueries. Mais si tu restes dans la ville en soi, dans la ville principale, tu devrais plutôt bien t'en sortir. Mais après, bon, tu t'emmerderais assez vite, je pense. Donc, je dirais...
Les univers de jeux de rôle, ils sont pas soft. Hein. Non, ils sont pas Il soft. se passe rien. Donc ça part vite en cacahuète. Hein. Ah, tu vois, c'est pas simple. Ah si, peut-être qu'il y en a un. Alors, c'est pareil, c'est aussi un risque, parce qu'en plus c'est dans un truc un peu Medfan, mais dans le JDR Avatar. Ouais, pourquoi pas. Ouais, dans la Ouais, bonne ville. Mais dans l'époque de Korra, avec un petit peu de futur quand même, de technologie. Ouais, voilà. Bon, bah voilà, tu vois. Pas évident, non, c'est pas évident de répondre à cette question. C'est un peu la question piège. C'est la question piège, ouais, je suis d'accord. Pour revenir un petit peu sur l'émulation d'Ultar, il va sortir le 17, c'est ça? Ouais, en financement participatif sur Game on Tabletop le 17. Ouais. C'est ça. Un peu stressé quand même. Hein. Oui, bah, normal, hein, j'allais te dire. Tu veux un petit peu en parler des différentes packages, tout ça? Ouais, si tu veux. Ouais, alors il y aura du PDF. Il y aura plusieurs éléments dans les différents coffrets. Il y aura un livre de base, livre de règles, à peu près autour de 130-140 pages, avec un scénario dedans qui expliquera vraiment comment baisser la caméra, comment modifier, prendre un scénario et changer l'amorce. Le scénario tuto, quoi. Ouais, exactement. Et il y aura vraiment pas beaucoup d'explications sur l'univers de Lovecraft, mais juste du vocabulaire, quelques lieux emblématiques de la contrée du rêve, des choses comme ça. Et voilà, donc un livre de base. Il sera en deux formats, format A5, pas trop cher, et un format A4, un peu plus de luxe. Il y aura un livre de scénarios avec 4 scénarios one-shot et 4 scénarios au sein d'une campagne. Il y aura un écran. Il y aura un bestiaire. Je me suis lancé dans le bestiaire, c'est l'erreur, mais je suis lancé dedans. Et le bestiaire, ça sera en A5 à spirale. Ça veut dire que tu pourras le poser sur la table comme ça, avec d'un côté pour les joueurs et d'autre côté pour le MJ. Tu sais, la même feuille avec les caracs de ton côté et quelques explications. Et de l'autre côté, le joueur. Voilà. Alors, c'est pas de moi, c'est un vieux truc de Dark Sun. Ok. Il faisait ça, j'avais trouvé sympa. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais faire un bestiaire comme ça. Mais c'est super long à faire. J'avoue que moi je suis un très grand fan des bestiaires, même pour les univers que je joue pas, que je joue pas tout court. J'adore prendre les bestiaires parce que juste les feuilleter, ça te fait voyager dans l'univers sans que tu aies besoin de lire des pavés en fait. Oui, c'est vrai. Des fois, tu as des trucs sympas. Ça. Ouais, comme tu dis, ça te projette rapidement sur un univers. Et un écran, et puis voilà. En pack PDF, en pack A5 et en pack A4. Okay. Voilà. Quelques goodies pour les coffrets un peu de luxe, et puis voilà. Okay. Voilà un peu le principe. Et après, dans les paliers, des paliers assez classiques, avec des scénarios en plus, des tokens, pour pouvoir avoir des petits tokens de chat. Et le dernier palier, j'en avais discuté avec quelqu'un, et un peu un petit trip, en fait, je louerai un gîte, et on se fera un week-end à tous les gens qui veulent venir. Oh, ah oui. Bon, faut arriver à ce palier. Hein. Oui, bah bien sûr. Mais ouais, c'est un peu le trip de se dire, on va se faire un week-end miaulement d'Ultar. Ça peut être fun, ouais, en effet. Ouais, ça peut être fun, voilà un peu l'idée du financement et des différents paliers. Voilà, je croise les doigts. C'est une période compliquée, hein, c'est vraiment une période compliquée parce que le travail d'écriture, c'est quelque chose. Ouais. Mise en page, c'est quelque chose. L'infographie, illustration, c'est quelque chose. Ah Et le financement, c'est stressant parce qu'en fait, t'as l'impression que ça y est, tu lances le truc et puis ça t'appartient plus. Oui. Et tu vois comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Je vais te croire parce que là, moi, je suis dans la phase un peu juste avant où j'ai terminé l'écriture d'un mini-jeu de rôle qui s'appelle l'île des Quads que je suis en train de développer. J'ai terminé l'écriture. Là, je suis en phase de réécriture, en train de faire la mise en page, tout le truc un peu galère à faire. Et après, je redoute le moment de édition, tout ça. Et tu veux passer par un financement ou tu veux passer je sais même pas encore. Je suis encore en train de poser les bonnes questions, les vraies questions. Sûrement peut-être un financement. Ouais. Un financement, ça consomme du temps. Hein. Ouais, mais c'est un peu peut-être de l'auto-édition. Bon, au pire, on en discutera ensemble si tu veux. Un jour, t'as besoin. Donc voilà pour les différents paliers de souvenirs. Il y a ça. T'avais oublié les packs boutiques. En discutant avec une boutique ce week-end, il m'a dit puis dans ton financement il y aura des packs boutiques. J'avais oublié. Des packs boutiques, Kezaku. C'est en fait pour le prix de 2, ils en ont 3 en fait à peu près. Ah oui, les packs pour les boutiques, d'accord. Ouais, packs pour les boutiques. Voilà, j'ai mis pack boutique, mais c'est pack pour les boutiques. Oui. Ok. Donc j'avais oublié ça, donc je me suis précipité pour mettre ça. Et encore un peu de temps pour faire les vignettes, pour faire tout, trouver les prix. C'est un petit peu le speedrun pour tout faire en même temps. Tu t'y prépares à l'avance, mais en fait tu oublies toujours un truc. Bien vu dans le milieu du jeu de rôle.
Amateur. C'est ça l'auto-édition, c'est un peu l'illusion que tu peux faire toi-même, mais en vrai c'est un métier. Ah bah c'est ça, t'as plusieurs casquettes en même temps, et t'empiles, et il n'y a plus de place. Voilà. Et dès qu'il y a un piège, tu tombes dedans quand même. Bah évidemment, on est humain. Voilà, pour décrire un peu les miaulements et la forme du financement. Voilà. Après cette grosse question bien sérieuse, on va partir sur une question un peu plus chill. Non, pas du tout en fait. Qu'est-ce que le JDR t'a apporté dans ta vie? Ah, il m'a apporté quoi? Alors, il m'a apporté plusieurs choses. Alors, il m'a apporté... non, ici c'est bien comme question, parce que ça... Oui. Alors, j'ai commencé par une connerie. Voilà, il m'a apporté à consommer du peu de temps que j'avais, en fait. Ça consomme tout le temps qui te reste. Oui. Quand t'as pas beaucoup de temps, bah, tu mets un JDR au milieu, ça y est, c'est consommé. C'est ça. En fait. C'est ça. Ça y est, c'est bon. Tu t'ennuies dans ta vie? Joue au jeu de rôle. Et puis, si jamais il te reste un peu de temps, tu te mets à l'écriture. Alors là, le peu de temps qui te restait, bah, ça y est, il est consommé. Tu t'ennuies vraiment dans ta vie? Écris un jeu de rôle. Voilà. Donc voilà, bon, à part ça, ça consomme du temps, vraiment. Oui. Ça m'a fait quoi? Bah, j'adore créer, en fait. J'ai vraiment... ça a été un support à la création, tu vois. C'est un support à la création et c'est à la frontière du roman et du jeu de plateau. Donc il y a du game design, j'adore tout. En fait, j'adore toute cette phase de création, de test, des règles, du game design, des intentions de jeu que tu transformes en mécanique de règles, que tu enlèves, que tu playtestes, créer des univers. Voilà, c'est ce côté création. Ça, j'adore. Écriture, créateur, voilà. Faire alors, je suis pas illustrateur, je suis infographiste, j'adore ça. J'adore fabriquer des images avec plein d'images, tu vois. Et faire du jeu de rôle, ça m'a permis de matérialiser ça. Donc vraiment un vrai plaisir, tu vois. Et après, à côté, c'est d'un côté, je vais avoir les rencontres, parce que tu rencontres des gens incroyables, en fait. Oui. Et tu partages... Alors, dans le jeu, quand tu fais une partie avec quelqu'un qui se passe bien, tu partages un moment, mais en plus, tu partages des émotions avec des vrais souvenirs. C'est pour ça qu'on comprend pas des fois l'héroïsme, parce qu'ils parlent de choses qu'ils n'ont pas qu'ils ont vécu dans leur tête, mais pas physiquement, et les gens autour, ils comprennent pas, et en fait, ils en parlent comme si c'était vrai. Et ça, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est des vrais bons potes autour d'une passion, tu vois. Oui, au même titre que si tu faisais du tennis ou du foot, et puis tu as une vraie passion de fan. Voilà. C'est aussi pour ça que le jeu de rôle, c'est toujours un petit peu de niche. Même s'il grandit de plus en plus en ce moment, mais... Mais voilà, ça m'a apporté ça. Mais vraiment, voilà, des souvenirs, des vrais souvenirs, presque comme si je les avais vécus. Hein. Oui, avec ces personnes. Ces personnes et ces persos. Et ces persos, les deux. C'est ça. Mais après, les souvenirs, est-ce qu'ils sont sur les personnages ou sur les joueurs? Je pense que ça dépend des souvenirs. C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu peux avoir... des fois, tu as une espèce de recul et tu relates le souvenir sur ton perso. C'est ça. Parce que des fois, c'est vraiment genre le perso qui a fait une action précise. Des fois, c'est juste le joueur qui a eu une lubie, s'est laissé emporter. Quand tu as une réussite critique ou un échec critique, c'est le perso, en fait. C'est ça. Évidemment. Surtout si c'est un échec critique, c'est souvent le perso. C'est le perso qui s'en perd. Voilà, ça m'a apporté ça, voilà. Et puis, et ça, c'est conforté par la création, tu vois. Dès que tu commences à éditer et que tu fais des comptes, tu rencontres d'autres créateurs qui ont la même passion que toi. Et c'est encore démultiplié, en fait. Oui. Parce que là, tu rentres dans le détail précis de la création avec. Et ça, c'est bien. Très, très bien. J'adore ça. J'adore ce milieu, en fait. Oui, bah, c'est un milieu rempli de passionnés, donc forcément un milieu passionné. C'est assez bienveillant. Voilà, ça m'a apporté ça. Voilà, au grand désespoir de ma femme, ça consomme du temps, qui est pas rôliste du tout, mais qui est très sympathique de me laisser partir en convention en autre. Je la remercie beaucoup parce que quand tu crées, il y a ton entourage qui prend quand même, hein, parce que t'es focus sur le truc. C'est un sujet qui devient. Faut arriver à jongler avec. Exactement. Voilà. Et jongler en faisant la balance. Des rencontres et des moments. Voilà, c'est ça que ça m'a apporté vraiment. Ok. T'as parlé un petit peu plus en amont de l'infographiste. Quelle est justement la différence entre un infographiste et un graphiste? Graphiste illustrateur ou... Ouais. Bah, un illustrateur, il sait dessiner. il a un talent avec ses doigts. Voilà. Il a un talent avec ses doigts que l'infographiste, il a pas. Alors, je dis ça pas trop fort parce que les infographistes hurleraient de dire ça. L'infographiste, c'est un assembleur. C'est quelqu'un qui va se nourrir de ce que les autres ont créé, qui va les déformer, qui va les transformer, parfois les sublimer dans un autre contexte.
Okay. Mais à la base, pour moi en tout cas, voilà, si on met deux catégories, voilà, l'infographiste sait utiliser les outils informatiques pour mettre en valeur tous les éléments qu'il assemble sur une scène, sur un objet. Alors que l'illustrateur, il va le faire. Ouais. Et du coup, quid des illustrateurs utilisent l'informatique avec des tablettes? En vrai, aujourd'hui, tout ça se rejoint sur certains éléments, sur certains outils. Voilà, l'illustrateur, il va savoir utiliser des outils informatiques comme la tablette graphique. Ouais. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'au final, ça se donne un peu. Mais peut-être que l'illustrateur, il est 1000 fois meilleur sur les perspectives ou les formes des objets, des personnes. Il va pouvoir les fabriquer. Moi, en tant qu'infographiste, je suis incapable de dessiner une forme précise d'un humain. Ça ira pas. Je sais faire des croquis, bah oui. Mais je ne saurais pas mettre en valeur ou je n'arriverai pas à colorier, à utiliser de la peinture comme il faut, tout ça. Par contre, je connais les outils informatiques et je sais jouer avec les textures, plaquer des textures, changer les nombres de couleurs, les nuances de couleurs, fusionner deux images qui n'ont rien à voir pour en faire une seule, unique. Voilà, ça, je sais le faire. Ok. Voilà, à la fin, c'est une création, les deux. Oui, mais du coup, oui, au final, voilà. Surtout quand tu vois le temps que tu as mis, il y a investi. Voilà. Tout est long, la création. L'écran que je suis en train de constituer, l'écran de jeu, aujourd'hui, c'est entre 60 et 100 heures de travail. Ah oui. Voilà, et c'est constitué peut-être de 30 images différentes. Mais ces 30 images, j'ai été chercher au Roi Merlin un miroir sur leur site internet, j'aimais bien la forme, je lui ai appliqué une texture de bois dessus, j'ai baissé le nombre de couleurs, je ramène la teinte et le niveau de couleur identique au nuage qui est derrière. Voilà. Je récupère dans un magazine un arbre africain que je plaque sur le désert. Voilà c'est mon rôle. Voilà, c'est ça. L'infographiste, il va jouer de ça et il va en faire quelque chose. Ok. J'avoue que un peu, toi, tu pourrais imaginer un peu la même chose sur les nouveaux métiers. Toi, tu as le jardinier ou paysagiste qui va planter pour de vrai des arbres. Et puis, tu as le sculpteur de décors de cinéma ou de jeux vidéo qui ne sait pas planter un arbre pour de vrai, mais il est capable de te faire des maps réalistes. Et il va te planter les arbres, la taille de tout ça, il va lui amener de la lumière, de la texture, tu vois. Je vois. Mais il y connaît rien en plantes. Hein. Oui, bah oui. Par contre, il utilise un outil. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, tu vois, ça va être un peu l'équivalent pour moi. Voilà. D'accord. Non, mais c'est au moins. Ma vision, c'est une vision à moi. Hein. C'est pas une vision universitaire, académique réelle. Mais pour moi, voilà, il y a quand même. Mais comme tu disais, les outils se rejoignent à un moment. Oui. Voilà, à un moment, voilà, l'illustrateur, s'il utilise une tablette graphique, forcément, il se rapproche un peu de l'infographie, mais il a sa patte. Oui. Que l'infographiste n'aura jamais. Voilà, jamais. Là, il y a tous les infographistes qui vont se lever. oui, bien sûr, parce que voilà, c'est une vision d'autodidacte passionné en fait par l'infographie, toi. Oui, t'as appris. J'en discutais avec quelqu'un qui me disait mais quand est-ce que tu as commencé l'infographie? Je réfléchissais à ça et en fait j'ai un souvenir du collège où j'adorais, c'était pas de l'infographie mais finalement on s'en rapproche sans ordinateur. Notre prof de dessin avait la manie de plusieurs fois dans l'année, en fonction des thèmes qu'elle choisissait, de nous prendre une image. Donc soit c'était une œuvre classique à la peinture, soit c'était d'un magazine lambda et elle déchirait cette œuvre en plein de morceaux. Et tu devais le recoller et reconstituer tous les morceaux entre les deux qu'elle avait enlevés. Et donc il fallait jouer avec comment on utilisait la peinture pour avoir la même teinte, le même style graphique, les mêmes touches de peinture pour faire quelque chose à la fin à 2 mètres de distance, on ne devait pas voir la différence. Oui, du coup, je vois un petit peu le lien avec l'infographie. Voilà, c'est apprendre à combler les trous et rajouter un univers sur les trous qui manquent. Littéralement. Voilà. Donc tu vois, pour moi, c'est pas de l'infographie, mais c'est quand même à la base, j'adorais faire ça. Vraiment. Ok. Donc c'est intéressant. Justement, ça fait partie, du coup, j'imagine, de tes passions. Est-ce que tu as d'autres passions comme ça en dehors du jeu de rôle? J'aime bien la magie. J'ai longtemps fait de la magie, du close-up. La magie! Exactement. Voilà. Et puis après, j'adore le cinéma.
les séries. Je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, énormément. Bon cinéphile. Voilà, ouais. J'en retiens rien. J'ai aucune mémoire des réalisateurs et des acteurs. Mais je me souviens un peu du film, des choses comme ça. Voilà. Ok. J'ai vu que tu avais fait d'autres interviews sur des conventions et tout ça. Quelles sont justement les conventions que tu as fait? Les conventions. Alors les conventions, c'est ce qui est rigolo. Ce que j'adore dans les conventions, c'est les deux aspects. L'aspect rencontrer les gens en convention, ils viennent voir ce que tu fais, discuter avec d'autres auteurs, discuter avec des éditeurs, voilà. Donc ça, c'est la vie de la convention, faire des one-shots à l'intérieur, découvrir d'autres personnes. Et ce que j'adore dans les conventions, c'est le off, en dehors, après. Ouais. Moi, je pars souvent avec des groupements d'auteurs et c'est une petite famille en fait, tu vois. T'es content de te retrouver à la convention et toute cette vie pendant un week-end est très très agréable parce que c'est la colonie de jeux de rôle part en vacances. C'est ça. Voilà. Donc c'est très très agréable. Et sur les belles conventions où j'ai des beaux souvenirs, c'est Octogone. Octogone était vraiment sympa. Octogone, c'est une bonne convention. Le soir, c'est très très sympa, vers 21h, quand il reste que des vrais joueurs ou des vraies personnes qui sont là et la discussion peut s'éterniser, c'est très très bien. J'ai adoré Troll et Légende en Belgique. Alors les Belges, incroyables. J'en ai entendu parler celle-là aussi. Ils sont accueillants, mais incroyables. Mais vraiment, je vais y retourner cette année, c'est sûr. Voilà. Depuis quelques temps, depuis 2 confs, je traîne avec une association qui s'appelle Tilk, qui fait Ostara entre Rennes et Nantes. C'est une conf qu'ils font. Et c'est très agréable de partir avec eux dans des confs. On va bientôt faire Art to Play. On a fait une convention sur la Terre de l'Anneau ou de l'Unique. Une convention Tolkien le week-end dernier avec eux. Et ils ont loué un gros gîte, on était une vingtaine. Tu vis en famille rôliste pendant 2 jours, c'est incroyable. C'est tout ça que j'adore dans les confs. Voilà. Le côté humain. Ouais. Tout pour les gens qui restent enfermés la plupart du temps dans les grottes. Exactement. Sortie annuelle de l'année. Exactement. Voilà. Pléonasme. Voilà, sur les confs, ceux-là, j'ai des très bons souvenirs. Sesberg, qui est très joli, très bien. En Allemagne. Sesberg à côté de Colmar. Ah bah, ça t'es sûr. Qui est bien aussi, qui est très très bien. Ok. Et de manière générale, est-ce que tu es plutôt, tu joues plutôt tes parties en IRL sur Internet? Qu'est-ce que tu penses sinon des parties sur Internet? Alors, pendant le Covid, j'ai adoré jouer sur Internet. J'en ai mangé du jeu de rôle pendant le Covid, incroyable. Et quand les associations ont réouvert après, j'ai du mal maintenant. J'ai vraiment du mal parce qu'on joue souvent sans caméra. Ouais. Il manque un truc. Ouais, j'arrive à en faire de temps en temps, voilà. Ah oui, t'as du mal à refaire du coup via Internet, c'est ça? Ouais. Okay. Ouais, je m'éloigne peu à peu des parties sur Internet. J'ai toujours une campagne de chronique oubliée avec des potes. Ça serait en réel, ça serait tellement mieux. Mais par contre, le gros avantage, c'est que t'es chez toi. Oui. Donc tu peux faire ça un peu les soirs quand tu peux, quand tu veux. Oui. C'est vrai qu'en termes de planning, c'est beaucoup plus pratique en termes de planning. Ouais. Je suis pas fan des VTT, tu vois. Vraiment du mal avec les VTT. Oui. Roll20, Let's Roll. C'est vrai qu'il faut les mater un petit peu quand t'as pas l'habitude. Ouais, mais après, une fois que tu les maîtrises, après en soi, ça va tout seul. En fait, c'est pas que ça, mais des fois, j'ai fait des parties où c'était plus du pouce-jeton que du jeu de rôle, tu vois. Ah. Dès qu'il y a trop de maps, oui, d'accord. t'as l'impression de faire que déplacer ton token. Oui. Aujourd'hui, le format avec un PowerPoint que je stream ou Miro, voilà, c'est plutôt des formats que j'aime comme ça. Ok. Caméra ouverte, Miro, ouais, voilà. C'est vrai que Miro, c'est un bon outil pour le jeu de rôle. Ouais, c'est un bon outil. Découvert récemment et en vrai, ça m'a sauvé la vie. Tu peux créer des maps un peu à l'improviste. Tu vois, tu trouves sur internet une map, tu la colles, ça y est, c'est fini, c'est bon, ça fait le taf. Alors que dans les autres trucs, il faut charger le fichier, il faut le mettre dans une scène. Moi qui est assez jeu de rôle émergent, où j'aime bien quand les choses apparaissent comme elles apparaissent, Roll20, Let's Roll, ça laisse
pas trop place à l'impro en fait, de scène ou de lieu. Ouais. Alors tu peux, hein. Je dis pas que tu peux pas du tout, mais tu es obligé de fixer tes maps. Tu dis bah on bougera pas la map, on va rester là-dessus et puis. Oui, bah après tu peux très bien dire que je sais pas pour aller ce soir, la première partie du scénario il y aura une map, mais après bah en fait non, il n'y en aura pas. Bah s'il y a ça, toi je préfère Miro. Oui, à la limite oui. Voilà. Et ouais, et puis dès que tu recommences à jouer en réel, il y a quand même une dimension bien différente, tu vois. Le plaisir de lancer ses dés pour de vrai, de bouger. Moi, j'adore les parties où moi, en tant qu'MJ, j'ai tendance à, dans le réel, de laisser. Quand il y a une personne qui fait quelque chose, bah, elle le fait, elle le gère, et puis moi, je peux continuer à parler avec une autre. Oui. Voilà. À distanciel, tu peux pas tout ça. C'est vrai que ouais, c'est très. Tu peux pas beaucoup te couper la parole, c'est plus compliqué. Oui. Mais ça fait le taf hein, quand même. Oui. Hein. Il faut pas. Je dis pas que c'est pas bien. De toute façon, les deux ont leur avantage et les deux ont leur inconvénient. Ouais, je pourrais pas partir de chez moi. Toi, je fais peut-être 2 parties par semaine de jeux de rôle maintenant. Voilà, je m'en fais une le vendredi dans une assos. L'autre, c'est en distanciel parce que je pourrais pas partir 2 fois par semaine. Voilà. Oh, voilà. Non, mais c'était intéressant tout ça. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs ultimes bafouilles? J'ai pas entendu la fin. Ultime bafouille. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs ultimes bafouilles? Tu veux dire quoi par bafouille? Je suis désolé, je sais pas quoi. Ah, tu connais pas ce mot-là? Non, c'est quoi? Ok, c'est une dernière parole, un dernier truc à dire. Ah, dernière parole, pardon. Oui, ok. Je pensais à ça, mais je me suis dit non, bon, ça doit pas être ça. C'est votre ultime bafouille? Bah, c'est toujours bien de rencontrer des nouvelles personnes comme toi, voilà, avec un autre parcours, tout ça, avec. Le jeu de rôle, c'est avant tout une rencontre sociale, tu vois, autour d'un jeu, d'une passion commune, et puis on va vivre ensemble. Donc, ouais, faites du jeu de rôle. Faites du jeu de rôle. Ne faites pas que du jeu de rôle D&D ou Appel de Cthulhu ou pendant des milliers d'années. Variez les jeux, variez les jeux. Agrandissez vos univers. Ah ouais, il y a tellement d'univers qui sont incroyables. Faites-vous plaisir, faites plein de one-shots sur plein de jeux, testez. Il y a que des bons souvenirs après. Ouais, voilà ce que je... Et puis pledger aussi, tiens, pareil. Oui, il paraît qu'il y a un truc qui sort le 17 octobre. Il y a plein de trucs qui sortent de beau, voilà. Ouais. Le truc drôle, c'est que ça sort le même jour que mon anniv. Ah bah voilà, ça va se faire pour ton anniv. C'est ça. Et bah sur ce, je pense que la re-interview se touche à sa fin. Bah, merci à toi. Bah c'est moi qui te remercie, c'est toi qui m'as contacté, hein, après tout. Ouais, bah, j'ai fait le tour et puis c'est ça. J'aimais bien, ce que je t'ai dit tout à l'heure en off, j'aimais bien ton format assez décontracté où la discussion suit un chemin ou un autre et assez non mais c'est assez agréable parce que finalement c'est un peu comme l'essence du jeu de rôle, tu lances un dé, c'est le hasard qui décide, bah voilà, là c'est pareil. Bah, parfait, j'adore ces formats là, vraiment j'aime bien ces formats comme ça, voilà. Et bah parfait, c'est parfait. Sur ce, bah, j'espère que ça t'a plu, cette interview, j'espère que vous également ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à aller voir justement le pledge le 17 octobre. Nous sommes actuellement le 2 au moment où l'on tourne. Ouais, j'essaierai de poster ça du coup mercredi prochain. Ouais, très bien. Et si c'est pas posté, ça sera mercredi encore. Ouais, t'inquiète. Mais voilà. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Sur ce, voilà, c'était Morgan Conteur et Xavier. Exactement, Morgan. Ciao.